Merci au pôle sport d'HEC Montréal pour l'invitation. Merci à Eric pour sa présentation. Merci à toi, Samuel, pour le support technique. Et merci à vous tous et toutes pour votre présence. Effectivement, à 5 jours du Super Bowl, on pouvait difficilement choisir thème de discussion plus d'actualité. Je tiens cependant à commencer par une petite mise en contexte. On m'a invité sur la base d'un cas pédagogique que Sébastien Arcan, Jérôme Bilodeau et moi avions rédigé en 2016. Et nous avions rédigé ce cas d'abord parce que nous sommes tous les trois des fans finis de la NFL, mais aussi parce qu'on voulait tester l'approche de Pigneur et Osterwalder pour analyser les modèles d'affaires des entreprises. Cela dit, ni avant la rédaction du cas, ni après la publication du cas en 2016, nous n'avons prétendu être des spécialistes d'un sujet qui, il faut le dire, est d'une complexité folle. Quand vous parcourez la littérature spécialisée, vous découvrez que des chercheurs américains font de la NFL l'objet central d'études pendant une bonne partie de leur carrière académique. Ils passent une vie à étudier la NFL. Ils sont là-dessus à temps plein depuis des années, étudiant les relations de travail, étudiant le partage des revenus, étudiant le financement des nouveaux stades, étudiant le plafond salarial, etc. Il y a des cours universitaires qui durent une session entière sur le sujet et il y a même probablement des thèses de doctorat écrites là-dessus. Nous trois avons à peine effleuré le sujet. Aussi, ne m'en veuillez pas si bien souvent je n'ai pas la réponse ou que ma réponse n'est qu'une spéculation fragile ou peut-être même que dans l'auditoire ici présent, il y aura des gens avec des réponses que moi-même je n'aurai pas. Par ailleurs, je crois que le co-auteur du cas, un des deux co-auteurs, Sébastien Arcan, est parmi nous. Alors évidemment, Sébastien, si tu m'entends, ne te gêne pas pour brasser la sauce, toi aussi, puisque tu as beaucoup participé à ceci. Bref, amusons-nous sans prétention et sans plus tarder, je commence. Je voudrais voir si je peux réussir à vous montrer ceci. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. Parfait. Alors, la présentation s'intitule « Gentlemen, we will chase perfection » ou « La fabuleuse réussite de la NFL » et vous connaissez peut-être l'auteur de ce bout de phrase, c'est Vince Lombardi, l'entraîneur des Packers de Green Bay pendant les années 60. En fait, traduite en français, la phrase complète est « Messieurs, nous allons pourchasser la perfection. Nous ne l'atteindrons pas, mais en chemin, nous rencontrerons l'excellence. » Essentiellement, donc, je veux d'abord donner un bref aperçu de ce succès absolument spectaculaire. Ensuite, quelles sont les clés du succès? Ensuite, une mini-capsule historique pour que vous compreniez bien que ce succès s'est construit par étapes. Puis, une sorte de radiographie du modèle d'affaires, comment la NFL fait son argent. Et finalement, quel avenir lui pend au bout du nez. Fondamentalement, pour me résumer, je vous dirais que Bilodeau, Arcan et moi avions trouvé quelque chose qui, je pense, est bien reflété dans les deux citations suivantes. Art Modell, l'ancien propriétaire des Browns de Cleveland et des Ravens de Baltimore, disait « We are a bunch of fat cat Republicans who vote socialist on football. » Autrement dit,
Ce qui est tout à fait étonnant quand on examine la NFL, c'est son approche extraordinairement centralisée, collectiviste, on a envie de dire socialiste, alors que l'institution est pourtant emblématique du capitalisme américain. Et ensuite, l'ex-propriétaire des Raiders d'Oakland, Al Davis, disait « Any dummy can make money operating a pro football club ». Autrement dit, ce qui est dur, c'est de gagner votre place autour de la table des 32 propriétaires. Mais une fois que vous y êtes, après, le système est de toute beauté dans son fonctionnement. En fait, on est devant une ligue qui est de loin, de très loin, la plus florissante aux États-Unis et probablement au monde, avec des revenus totaux de 15,6 milliards US en 2019, une hausse annuelle interrompue uniquement par la pandémie et qui place évidemment la NFL loin devant le baseball à 10,37 milliards et la NBA à 8,76. Quant au hockey et au soccer, on n'en parle même pas. Le commissaire Goodell vise 25 milliards de revenus en 2027, ce qui est plus que le PIB de beaucoup de petits pays. Par ailleurs, en fait, quels que soient les indicateurs de mesure, sondage d'opinion, code d'écoute télévisuelle, il y a vraiment la NFL et les autres loin derrière. En fait, c'est pas compliqué. 2 Américains sur 3, 65% des Américains, dont 45% de femmes, se disent fans de la NFL. Et regardez bien ce qui suit. L'an dernier, en 2020, sur les 100 émissions les plus regardées à la télé américaine, 69 étaient des matchs de la NFL. Dans toute l'histoire de la télévision américaine, parmi les 20 émissions les plus regardées, 19 étaient des matchs du Super Bowl. Et selon Forbes, en 2020, sur les 50 équipes de sport professionnel dans le monde à la valeur la plus élevée, 27 étaient des équipes de la NFL. Les autres étant évidemment le Real Madrid, Barcelone, le Bayern, Manchester United et des équipes de basketball et de baseball. Alors évidemment, quelles sont les clés du succès? Ben, pour aller à l'essentiel, c'est un quasi-monopole. C'est un enracinement historique et culturel dans la société américaine proprement exceptionnel. Ce sont des contrats de télévision faramineux. C'est un contrôle très serré des coûts d'opération via le Collective Bargaining Agreement, autrement dit, la convention collective, si vous voulez, le contrat de travail liant les joueurs et les propriétaires, et via aussi le plafond salarial. Et c'est aussi un succès fondé sur une volonté assumée de créer et de maintenir la parité, c'est-à-dire un relatif équilibre des forces entre les équipes via ce plafond salarial et via le repêchage, fondé, vous le savez, sur ce principe selon lequel les pires équipes choisissent en premier, donc embauchent les meilleurs espoirs. Autrement dit, on mise sur le fait qu'en début d'année, chacun peut rêver et que cette relative parité crée une imprévisibilité et l'imprévisibilité entraîne le suspense. Franchement, qui d'entre nous peut dire avec certitude qui va gagner le Super Bowl? Personne. Alors qu'évidemment, si vous comparez au championnat de soccer européen, ben on sait bien que, pour le dire d'une formule, en France, tout le monde se demande qui va finir deuxième derrière le PSG. Et en Espagne, on sait très bien que le Real Madrid, le Barça, l'Atlético et les autres. Pas dans le cas de la NFL. Une autre clé du succès, c'est évidemment la diminution du risque. C'est une entreprise peu risquée, la NFL.
comment on s'y prend pour réduire le risque? Eh bien, on l'étale. On l'étale au moyen du partage des revenus. En d'autres termes, la mauvaise année d'une équipe X est compensée par la bonne année de l'équipe Y. Au fond, si vous voulez, c'est une gestion extrêmement centralisée. Et cette centralisation permet de contrôler la distribution du produit et l'image de marque, de réduire les risques et de maintenir cette stabilité et cette parité. Et il y a là, je pense, quelque chose qui doit interpeller toute personne qui réfléchit aux enjeux de gestion, car avouons entre nous qu'on nous a tous rentré dans la tête cette idée que centralisation est presque synonyme de rigidité. Pas nécessairement. Pas dans le cas de la NFL, qui est gérée de manière extrêmement centralisée, ce qui ne l'a pas du tout empêché de s'adapter de manière continue aux transformations dans son environnement d'affaires. Évidemment, tout cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, n'est-ce pas? Ce que l'on voit en ce moment est le résultat d'une évolution historique, sociale, qui s'est faite par étapes, où tout ne fut pas toujours couronné de succès. Bref, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Et je rappelle très brièvement quelques dates historiques. La NFL a commencé en 1920 et il est intéressant de remarquer qu'à l'origine, c'est un sport qui naît dans l'ombre du football universitaire beaucoup plus populaire. Au début, la NFL apparaît dans de relativement petites villes du Nord-Ouest et du Midwest. Si vous fouillez, vous verrez que les premières équipes venaient de villes comme Duluth dans le Minnesota, Muncie dans l'Indiana, Racine dans le Wisconsin. Et ce n'est que dans les années 30 qu'on voit la migration vers les grands marchés urbains, New York, Chicago, Philadelphie, etc. Il faut attendre 1946 pour que la NFL s'implante sur la côte ouest à Los Angeles. La syndicalisation des joueurs se fait en 1956 et pendant les premières années, le syndicat des joueurs sera très, très peu combatif. C'est dans les années 60 que véritablement on peut dire que la NFL entre dans la modernité. C'est là que prend forme largement le modèle d'affaires qu'on connaît aujourd'hui sous l'impulsion du commissaire Pete Rozelle, qui vraiment a fait plus que n'importe qui pour donner à la NFL le visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe évidemment dans les années 60? Il se passe qu'on adapte le produit à la société. C'est-à-dire que l'emphase passe des revenus générés par les ventes de billets au guichet vers les droits de télédiffusion. C'est dans les années 60 que Rozelle convainc les propriétaires de négocier un seul contrat de télédiffusion central pour toute la ligue, alors que jusque-là, chaque équipe négociait individuellement et localement son contrat de télévision. C'est dans les années 60 qu'on commence à commercialiser l'image de marque de la NFL et de ses produits dérivés. Et c'est sur une période de 4 ans, à la fin des années 60, que se fait progressivement la fusion entre la Ligue nationale de football et la American Football League, la ligue rivale, dont il faut bien dire qu'elle fut, d'une certaine façon, la seule menace sérieuse jamais affrontée par la NFL. Il y a eu plein d'autres tentatives pour créer des ligues rivales, mais seule la American Football League a, d'une certaine manière, réussi à être assez puissante pour que la NFL décide
que la meilleure stratégie était d'intégrer ces rivaux. La construction, évidemment, de cette modernité dont j'ai dit qu'elle était indissociable, évidemment, de l'avènement de la télévision, doit beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'avènement de cette véritable révolution télévisuelle que fut le Monday Night Football. C'est pas seulement le fait de diffuser un match les lundis. C'est aussi qu'on a révolutionné la manière de télédiffuser le sport. L'idée était d'élargir l'auditoire, d'aller chercher des gens qui ne sont peut-être pas des fans de football au premier degré, en leur racontant non pas un match, mais un drame humain. Autrement dit, c'est plus tellement un sport que le Monday Night vendait. C'était une sorte de drame shakespearien avec des gros plans, avec du son pour qu'on entende les grognements, le bruit des plaqués. C'est le Monday Night qui introduit les gros plans sur les culottes tachées de sang. C'est là qu'on voit apparaître une multitude d'angles de caméra. C'est là qu'on voit apparaître ce qui aujourd'hui est devenu classique, n'est-ce pas? On vous raconte l'histoire personnelle et familiale, toujours émouvante, de tel ou tel joueur. Bref, on met en scène le football et évidemment, cette façon de raconter s'est généralisée à l'ensemble des sports. Forcément, plus la Ligue devient prospère, plus la tarte devient grosse, plus les relations de travail pour se partager les fruits deviennent tendues. Et il y aura donc des conflits de travail, des grèves de joueurs ou des lockouts patronaux en 1968, en 70, en 74, en 82, en 87, en 2001, en 2011, en 2012. Et parmi ceux-là, plusieurs des conflits impliquaient les arbitres qui se disaient, nous aussi, on veut notre part du gâteau. Périodiquement, des lois ont aussi été votées pour conférer un statut d'exception à la NFL, lui permettant de contourner la très sévère législation anti-monopole en vigueur aux États-Unis. Il y a eu évidemment de nombreuses tentatives de créer des ligues rivales, la XFL, vous vous rappelez aussi de la USFL avec les fameux Generals du New Jersey dont le propriétaire était Donald Trump. Il y a eu plusieurs donc ligues rivales qui ont tout tenté, de jouer au printemps plutôt qu'à l'automne, de modifier les règles, mais bon, disons que la NFL a écarté toute concurrence. Évidemment, on voit aussi au fil du temps des tensions croissantes entre propriétaires. C'est-à-dire que derrière cette unité de façade, derrière ce modèle très centralisé, on voit aussi que on a affaire à des personnalités fortes et à des tensions. Et pour schématiser, c'est un raccourci, je l'admets, pour schématiser, je dirais qu'il y a une sorte de tension entre ce qu'on pourrait appeler les propriétaires dynastiques, c'est-à-dire des dynasties familiales où on se passe la propriété de l'équipe d'une génération à l'autre. Les Mara avec les Giants de New York, les Rooney avec les Steelers de Pittsburgh, la famille Hunt avec les Chiefs de Kansas City, et un autre type de propriétaires, les self-made men, les Jerry Jones à Dallas, par exemple, qui, eux, sont beaucoup plus individualistes, qui veulent accroître la part des revenus qui ne sont pas partagés. Il y a bien entendu eu d'énormes tensions autour du déménagement des équipes. Il y a toujours eu d'énormes tensions autour du financement des nouveaux stades
Et bien entendu, ce n'est pas à vous que j'ai à dire quoi que ce soit de trop long sur les innombrables controverses que la NFL doit gérer. Écoutez, on ne compte plus les cas de violence conjugale, d'usage prohibé d'armes à feu, d'homicide, de consommation de substances illégales, de commotion cérébrale, de joueurs dont on apprend qu'ils se sont suicidés peu d'années après leur retraite, sans compter, bien entendu, tous ces scandales périodiques auxquels la presse rajoute toujours le mot gate. Alors, le Bounty Gate, rappelez-vous, c'était les Saints de la Nouvelle-Orléans qui avaient un système interne dans lequel, oui, des primes étaient données quand on réussissait à blesser un joueur adverse. Système pour lequel l'entraîneur Sean Payton et son coordonnateur à la défense Greg Williams furent bannis pendant, je crois, une saison complète. Le Spygate, où les Patriots, évidemment, espionnaient les codes des équipes adverses. Le Deflategate, plus léger, sur la quantité d'air dans les ballons. Enfin bref, une série de problèmes à gérer, mais qui évidemment n'ont pas ralenti ce rouleau compresseur. Il y a eu aussi des tentatives pour internationaliser le produit. Ce fut un succès tout à fait mitigé. Les matchs, évidemment, de la NFL sont vus partout à travers le monde. Mais par exemple, l'idée de créer une NFL Europe n'a pas véritablement marché. Pourquoi? Oh, je ferai deux hypothèses. Hein. La première, c'est que le public européen, pas fou, a rapidement compris que le produit qu'on lui offrait n'était pas de la meilleure qualité. Et aussi possiblement parce qu'on n'avait pas pris le temps de bien expliquer les règles complexes et qui peuvent sembler étranges pour un profane habitué au soccer ou au rugby. Il a aussi fallu, je vous parlais tout à l'heure de toujours adapter le produit malgré la centralisation. Vous avez vu évidemment qu'on a progressivement modifié les règles pour tenter de protéger les joueurs. Et si la chose vous intéresse, allez sur YouTube et regardez un match des années 70. On y voit des coups qui seraient inimaginables dans le sport tel qu'il se pratique aujourd'hui, même s'il reste évidemment extrêmement, bien entendu, dangereux. On voit aussi, et j'y reviendrai dans un instant, une baisse du nombre de jeunes pratiquant le football, et cela évidemment interpelle les dirigeants quand il est question, si vous voulez, d'imaginer l'avenir. Alors maintenant, comment la NFL fait-elle de l'argent? Et c'est là que ça devient extrêmement compliqué. Et c'est là, évidemment, que j'ai préféré, si vous voulez, la jouer modeste. C'est vraiment très compliqué. D'abord, il faut savoir, n'est-ce pas, que les équipes ne rendent pas public leurs états financiers. Les équipes ne rendent pas public, la Ligue ne rend pas public ses états financiers, sauf pour l'unique entité qui a légalement un statut à but non lucratif, qui sont les Packers de Green Bay, qui sont la propriété de centaines de milliers de petits actionnaires, un peu sur le modèle de ce qu'on voit chez certains clubs de soccer européens. Donc, dans nos lectures, on a vu que, par exemple, certaines des spéculations sur les finances de la NFL sont construites à partir d'une projection des chiffres que l'on a pour la seule entité qui dévoile ses états financiers. On fait des espèces de règles de 3 projetées sur les 31 autres équipes. Donc, c'est évidemment approximatif. Ce que l'on sait, c'est que la Ligue a fondamentalement 3 grandes sources de revenus. Les droits
de télédiffusion et maintenant de diffusion sur les autres plateformes, les ventes de marchandises qui exploitent l'image de la NFL et les ventes de billets, nourriture, boissons, commandites, etc. Alors, évidemment, ce sont les droits de télédiffusion qui génèrent plus de la moitié des revenus totaux de la Ligue. Fondamentalement, on peut classer ces revenus en deux grandes catégories. Vous avez les revenus dits nationaux qui sont partagés entre les équipes. Et vous avez les revenus dits locaux dont une part est partagée et dont une autre part est gardée dans les coffres de l'équipe locale. Alors, c'est d'une complexité folle. C'est d'une complexité folle et c'est périodiquement ajusté. Mais bon, dans l'état actuel des choses, si on reste en termes généraux, ce qu'on peut dire, c'est que les revenus nationaux, donc les revenus partagés, comprennent les droits de télédiffusion, comprennent les marchandises produites par NFL Ventures et les commandites de type national. Et les revenus nationaux comprennent aussi 40% des ventes de billets. Les revenus donc locaux, dont certains sont partagés et d'autres ne le sont pas, ben c'est 60% des ventes de billets et l'autre 40% ben est placé dans un pool redistribué à l'ensemble des autres équipes. Les revenus locaux incluent aussi les loges VIP, les commandites locales, la nourriture, le stationnement, et c'est précisément parce que les revenus des loges VIP ne sont pas partagés que beaucoup de propriétaires tiennent à des nouveaux stades, une nouvelle génération d'installations dans lesquelles, évidemment, les loges permettent d'accueillir de plus en plus de gens et de générer davantage de revenus tombant dans la catégorie de ceux qu'on ne partagera pas. Les revenus nationaux, eux, donc 60%, sont distribués également entre les 32 équipes. On estime que les revenus locaux constituent à peu près 40% des revenus de chaque équipe. À peu près. Il y a une part de spéculation dans ces chiffres-là. On estime par ailleurs, si vous voulez comparer, que les revenus au guichet, donc les ventes de billets, qui comptent pour à peu près 22% des revenus totaux, sont proportionnellement moindres que dans le cas de la NBA, où les ventes au guichet comptent pour 32%, c'est 37% pour le baseball et c'est 42% pour la Ligue nationale de hockey. On estime que les joueurs empochent environ 48% des revenus totaux générés par la Ligue. Donc, à peu près la moitié de l'argent généré va aux joueurs. J'ai dit à peu près. Il y a là un certain flou dans les données disponibles. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les joueurs font partie d'un syndicat. Mais ceux d'entre vous qui avaient suivi l'histoire de la NFL savaient que beaucoup de grèves faites par les joueurs finissent par s'effondrer quand des joueurs eux-mêmes brisent la solidarité du collectif et, pour reprendre une expression bien québécoise, traversent la ligne de piquetage, cessent de participer au mouvement et préfèrent passer du côté de la partie adverse. Et je crois qu'il est raisonnable de faire l'hypothèse, en tout cas elle revient fréquemment dans la littérature spécialisée, que ce qui mine cette solidarité entre les joueurs, c'est le fait que les carrières sont extrêmement courtes. Alors, je rappelle
que la carrière moyenne d'un joueur de football dans la NFL dure 3,8 ans. J'ai vu une autre source qui dit 3,2 ans. Vous voyez, la carrière moyenne, c'est entre 3 et 4 ans. Alors, si on pose que, vieux principe de sociologie, hein, si on pose que l'individu agit relativement rationnellement, ben vous comprenez que les carrières sont si courtes, que les joueurs se disent « je vais penser à moi essentiellement pendant le peu de temps que j'ai ». Donc, évidemment, ça explique la relative faiblesse, n'est-ce pas, du syndicat des joueurs. Mais bon, de toute manière, écoutez, il se rattrape par le fait que les revenus générés sont si immenses que finalement tout le monde y trouve un peu son compte. Par ailleurs, évidemment, les menaces de déménagement mettent une pression énorme sur les élus. Alors évidemment, rappelez-vous, n'est-ce pas, les Colts d'Indianapolis, Los Angeles, Oakland, les Oilers de Houston, il y a eu beaucoup de déménagements d'équipes et cela met une énorme pression sur les élus. Évidemment, vous voyez bien que ces dernières années, on a construit une nouvelle génération de stades. Qui paie pour ces stades? Ben, évidemment, ce sont les pouvoirs publics, les contribuables. J'ai vu passer une étude de Judith Long qui estime que c'est à au-dessus de 70%, que les fonds publics financent la construction des nouveaux stades. Et en fait, si vous voulez, la règle est que plus le marché est petit, plus la part de fonds publics est élevée. Il y a des exceptions, mais règle générale, les contribuables financent lourdement les nouveaux stades et plus le marché est petit, plus la part des fonds publics sera élevée. En passant, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Y a-t-il quelque part une preuve empirique qu'avoir une équipe de la NFL a des retombées économiques positives, mesurables pour une ville? J'ai pas trouvé de recherche empirique établissant cela. Personnellement, à moins qu'on me prouve le contraire, je suis encore de l'école qui dit que avoir une équipe de sport professionnel dans une ville X donne une sorte de feel-good effect aux gens de cette ville. Ça aide peut-être à ce qu'on parle de la ville à l'extérieur de son propre rayon. Quand parlerait-on de Green Bay, si ce n'est quand on parle des Packers? Mais est-ce que c'est rentable pour l'ensemble de la communauté? Je ne vois pas de chiffres là-dessus, hormis bien entendu si l'on parle des petits commerces de proximité autour du stade. Évidemment, il y a un plafond salarial, je l'ai dit, mais il est contourné, bien sûr, à l'aide de boni à la signature, à l'aide d'incitatifs à la performance, etc. Il faut se rappeler, bien entendu, que, à la différence des autres sports, un joueur libéré avant la fin de son contrat ne reçoit pas la totalité du montant prévu, d'où les montants exorbitants à la signature des contrats. C'est justement la brièveté des carrières et le risque de blessure qui fait que les contrats ne sont pas garantis en totalité. On estime que les salaires, en partie limités par le plafond salarial, représentent environ 60% des dépenses d'opération des équipes. Environ. Au fond, si vous voulez, fondamentalement, ça devrait être nuancé. Mais pour le dire d'une formule un peu carrée, je vous dirais que la beauté de l'affaire,
c'est que la NFL écrit ses propres règles, puis ensuite, elle les fait avaliser par le pouvoir politico-légal. Exemple, il a fallu une loi pour légaliser, jadis, le contrat de télévision centralisé pour toute la Ligue. Il a fallu une loi, jadis, pour que la NFL obtienne, oui, le statut d'organisme sans but lucratif exempté d'impôts, ce à quoi elle a renoncé il y a quelques années, tellement ça paraissait mal. Il a fallu une intervention politique aussi pour lever le couvre-feu qui jadis interdisait la télédiffusion des matchs locaux. Donc, vous voyez, à plusieurs reprises, la NFL s'est fait donner un coup de pouce par les élus pour pouvoir mettre en place le modèle d'affaires que l'on connaît aujourd'hui. Alors évidemment, tout cela dessine quel avenir? Voici. Moi, je n'ai pas la capacité de lire l'avenir, mais quand vous parcourez certains des questionnements, ce qu'on voit, c'est que forcément, le terrain ne s'est pas agrandi, mais les masses corporelles des joueurs, évidemment, sont beaucoup plus élevées que jadis, donc les chocs sont de plus en plus violents. Quand j'ai commencé à m'intéresser au football il y a de longues années, on était costaud à 250 livres. Aujourd'hui, à 250 livres, on n'est plus bloqueur. Il y a même des porteurs de ballon. Et chaque équipe a maintenant sa collection de gars de plus de 300 livres. Donc, les masses corporelles sont beaucoup plus élevées, les chocs sont forcément beaucoup plus violents. Et tout cela, évidemment, a fait naître un débat de société. J'aurais pu vous trouver sur YouTube l'extrait, je crois que c'était dans le cadre de 60 Minutes, mais vous vous rappelez peut-être du président Obama en janvier 2013 qui disait « I'm a big football fan des Bears de Chicago, but I have to tell you, if I had a son, I'd have to think long and hard before I let him play football. » Alors évidemment, vous comprenez que quand le président des États-Unis lui-même dit « Si j'avais un fils, j'hésiterais beaucoup avant de le laisser jouer au football », qu'un élu puisse se permettre de dire cela montre évidemment qu'une sorte de réflexion sociale est en cours sur les séquelles pour la santé de ce sport. Vous êtes évidemment probablement nombreuses à avoir vu le beau film Concussion avec Will Smith qui raconte un peu les dessous de cette histoire-là. Alors évidemment, quelle relève si les parents éloignent progressivement les jeunes de ce sport? On voit une certaine baisse de la pratique chez les jeunes. Est-ce une tendance à long terme? C'est toujours délicat de prédire l'avenir. Mais clairement, il y a une prise de conscience. Et on peut effectivement envisager une jeune génération de parents dirigeant leurs enfants vers des sports moins violents. On voit aussi une baisse modeste de l'auditoire télévisé depuis 2017. Est-ce que c'est un essoufflement ou est-ce que c'est simplement que le nouvel auditoire, les jeunes, regardent la NFL sur un autre support que la télévision de papa-maman dans le sous-sol? La question est posée. On se demande aussi dans les cercles de la NFL quoi faire avec cette idée d'éventuellement autoriser les paris légaux dans les stades, comme on le fait par exemple pour les courses de chevaux. Et bien entendu, ce modèle d'affaires basé sur la parité n'empêche pas qu'on voit monter la part des revenus non partagés, principalement ceux générés par les loges VIP.
Et là, il y a évidemment une sorte de creusement de l'écart entre les plus gros marchés et les moyens marchés. On n'ose pas vraiment parler de petits marchés dans le cas de la NFL, mais clairement, si vous voulez, il y a un système de redistribution, mais les revenus non distribués sont en augmentation et donc creusent l'écart entre gros marchés et moyens marchés. Est-ce pour autant un problème? Ça, seul l'avenir le dira. Et finalement, il y a une question. Et je dis bien là une question. Question. Je n'y réponds pas. Mais il y a une question qui revient souvent dans la littérature spécialisée. C'est, vous connaissez cette fameuse notion du free rider, n'est-ce pas? Le passager clandestin. Celui qui, dans un collectif, profite des efforts des autres. En fait, certains se demandent si ce système de partage des revenus, dont il faut dire, évidemment, qu'il a superbement servi la Ligue, est-ce qu'il ne crée pas un phénomène de free rider? Autrement dit, quel incitatif avez-vous à vous améliorer si vous êtes financé et entretenu par les revenus générés par d'autres qui ensuite vous sont redistribués? Je ne réponds pas, je pose la question. Alors voilà, si vous voulez, très rapidement, les grandes lignes qui se trouvaient dans le cas que Jérôme, Sébastien et moi avions rédigé. J'ai mis à jour quelques données, mais essentiellement, je voulais vous expliquer comment ça marche, d'où ça vient, quelles questions cela soulève, et j'avais promis à Samuel que je ne parlerais pas plus de 45-50 minutes pour qu'on puisse se garder du temps de discussion. Il est 12h45, je pense que j'ai tenu parole. Alors voilà. Tout à fait, Joseph, pile poil, 12h45. Merci beaucoup pour la présentation de votre cas qui avait été fait en 2016. J'inviterai maintenant les gens à vouloir interagir par des questions. Bien, comme je l'ai mentionné dans la boîte de conversation, bien vouloir simplement lever la main, je pourrais vous donner droit de parole ou encore poser vos questions dans la boîte de conversation. Donc, je vais juste attendre peut-être une minute. Oh, est-ce que tu me permets, Samuel, de réitérer mon invitation à mon co-auteur, Sébastien Arcan. Sébastien a signé le cas avec moi, le connaît aussi bien que moi. On se parle toujours des matchs du dernier dimanche. Alors, si Sébastien est là quelque part et peut m'aider à répondre, chers collègues, comme on dit au football. Ah, t'es là, parfait. Je suis là, j'ai bien écouté. Ça marche. Je voudrais juste, je m'excuse très rapidement, je l'ai mis dans le chat. Joseph, c'est pas avec Jérôme Bilodeau, ce cas-là, c'est avec Stéphane Etienne, juste pour précision. Ah oui, t'as raison. Avec Jérôme, on avait fait le cas sur le soccer. On a fait 2 cas sur le soccer. Pour la petite histoire, là, ce matin, j'ai envoyé une invitation à Stéphane Etienne pour voir s'il ne voulait pas se connecter. Une chance qu'il ne pouvait pas. C'est une blague. Oui, t'as raison. Ben, non, mais je laisserai peut-être les questions, puis j'aurai peut-être un commentaire ou deux là, par rapport à tout ce que tu as dit. Oui, tout à fait. Voyez-vous, moi, je débuterai avec une question qui va peut-être mener là, vers certaines conversations. On a parlé de la globalisation de la NFL qui a eu des effets plutôt mitigés, là, notamment par l'entrée dans les marchés européens. Cette ligue-là, qui est la NFL, est top 1 depuis tant d'années. Quand on voit ce qui se passe autour de la NBA, qui, elle, développe des marchés forts en Asie, en Afrique, quand on parle des questions d'avenir, croyez-vous qu'il serait possible que la NBA, bien, dans 10, 15, voire 20 ans, avec la globalisation et les nouveaux marchés sur d'autres continents, puisse dépasser la NFL dans son chiffre d'affaires? C'est une question passionnante et en même temps spéculative, n'est-ce pas? C'est toujours imprudent de tenter de prédire l'avenir, mais il est vrai que la NBA fait un immense effort pour s'établir ailleurs dans le monde et on voit effectivement arriver des joueurs
de Chine, des joueurs de Russie, des joueurs d'Afrique, chose qu'on ne voit absolument pas dans la NFL, qui évidemment a pour seule et unique pépinière de recrutement le football collégial américain. Donc, effectivement, j'ai comme l'impression qu'une NFL qui a eu une internationalisation mitigée versus une NBA qui, elle, réussit davantage son internationalisation, pourrait permettre à celle-ci de rattraper l'écart. Et aussi, évidemment, à l'avantage de la NBA, jouant en sa faveur pour le long terme, il y a évidemment que les commotions cérébrales sont beaucoup plus rares au basket qu'au football. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de parents qui seraient plus à l'aise que leur gamin ou leur gamine joue au basket ou au soccer plutôt qu'au football. Donc, il n'est pas déraisonnable. Il n'est pas déraisonnable, en effet, de faire cette hypothèse que le basketball, pour des tas de raisons, est très, très bien placé. Sans compter qu'évidemment, le basket est aussi un sport qui a sa complexité, mais qui est beaucoup plus simple à comprendre en partant. Alors que vous avez tous vécu l'expérience, n'est-ce pas? Vous regardez une partie de football avec un Européen et il va vous dire, mais voyons donc, les séquences durent 4 secondes, puis après ça, il passe 30 secondes en caucus et finalement, un reportage de 3 heures, tu as 14 minutes de vraie action là-dedans. Alors que le basket, c'est back and forth continuellement. On peut effectivement trouver plus excitant le basket. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, le basket est très bien placé pour challenger la NFL, probablement même plus que le baseball, qui lui aussi, évidemment, a une internationalisation limitée et qui semble peut-être lent au goût des nouvelles générations. Merci pour la réponse, Joseph. On poursuit avec une question de M. Jean-Pierre Dupuis. Oui, merci, Joseph. Moi, j'ai une question, puis je vais la contextualiser parce qu'il y a 2 bouts à ma question. En fait, il y a 2 questions. Sur la baisse de popularité du football auprès des jeunes Américains, ça me semble assez évident. Il y a même eu un jeune, tu l'as vu, là, de San Francisco, qui avait un gros potentiel, puis il avait 24 ou 25 ans, puis il a décidé d'aller faire des études plutôt que de se faire casser la tête. Là. Mais il faut le mettre en parallèle avec un autre phénomène. Je pense que le football, comme le basketball, sont de plus en plus identifiés aux Noirs américains, dans le cas du baseball aux Latinos, et que le nouveau sport des Blancs, de la classe moyenne blanche, c'est le hockey. La montée en puissance du hockey, je ne parle pas de la Ligue nationale, je parle dans les universités américaines, et le nombre de joueurs de qualité qui sont produits, c'est hallucinant. En 1960, tu avais un joueur de la Ligue nationale qui était américain. En 70, tu en avais peut-être 5. Aujourd'hui, dans quelques années, ils vont dépasser le nombre de joueurs canadiens dans la Ligue. Ils sont rendus à 25, à peu près à 25 % et les Canadiens sont passés de 80 à 45 parce que les Européens aussi. Donc, d'un côté, il y a comme le hockey qui est un intermédiaire, si tu veux, entre le football parce qu'il y a des contacts. C'est un peu moins violent que le football, je pense. À peine. Oui, à peine, mais quand même. Tout ça pour remonter aussi à pourquoi le football. Moi, j'en ai toujours frappé. Hein. On a perdu les Expos de Montréal parce qu'il n'y avait pas de partage des revenus, il n'y avait pas de plafond salarial dans la ligue de baseball. On a perdu les Nordiques pour la même raison, parce qu'il n'y avait pas de plafond salarial au hockey, ni de partage. Aujourd'hui, le baseball a du partage, le hockey a du partage, donc ils ont suivi le modèle de la NFL. Et je suis très surpris que ce modèle-là ait pris naissance dans la Ligue nationale de football. Puis la question que je te pose, c'est peut-être pas la réponse, mais comment ça se fait qu'ils ont mis ça en place? Est-ce qu'ils étaient si loin derrière le baseball, qui me semblait être le sport américain par excellence? Est-ce que c'est ça qui a fait qu'ils se sont mis ensemble pour
partager les revenus, consolider leur marché. Le fait que avant les années 60, c'était le baseball, le grand sport. C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas vraiment la réponse. De mes lectures, Oui. Ce qui ressort, c'est que le commissaire Roselle, qui lui-même, il faut savoir, n'est pas un gars issu du football. C'est un gars issu d'une agence de publicité. Et donc, c'est un spécialiste de la mise en marché. Il a vu, évidemment, arriver l'importance de la télévision et il a convaincu les propriétaires de se mettre ensemble. Cela dit, je pense aussi qu'à cette époque-là, c'était pas le même profil de propriétaire. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tu avais des propriétaires beaucoup plus patriciens, aristocratiques, se léguant l'équipe d'une génération à l'autre, ayant un portefeuille beaucoup plus... tu vois, c'était... Comment dire, c'était des gens qui avaient un enracinement aussi communautaire dans une ville extrêmement fort. Et c'est après qu'on a vu arriver une nouvelle génération de propriétaires plus agressifs, plus flamboyants, qui aiment se faire filmer autant que leurs joueurs. Et ces propriétaires-là, beaucoup plus individualistes, on sent que c'est eux qui aujourd'hui c'est eux qui tiraillent. C'est eux qui trouvent ça bien fatigant, ce modèle collectiviste. Tu vois? Alors évidemment, est-ce que cette centralisation, bon, c'est une question un peu hypothétique, là, est-ce que ça aurait pu être possible d'introduire cela avec la gang actuelle? Non, c'est intéressant. Beaucoup plus individualiste. À l'époque, il y avait un contexte propice à ça. Maintenant, sur le potentiel caché du hockey, comme je sais que tu as à peu près l'équivalent de 3 doctorats en hockey, je ne t'ostinerai pas. Merci, Joseph. Je vais me tourner vers la boîte de conversation. Je reviens à toi tout de suite après, Sébastien. Je vois ta main levée. J'ai une question, Joseph, concernant tout ce qui s'est passé au niveau des commotions cérébrales dans le sport, qui est le football. Donc, est-ce que la NFL devrait arrêter de subventionner les consensus sur les commotions cérébrales en sport pour se détacher, avoir plus de crédibilité, puis avoir une relève aussi qui est plus engagée? Le consensus, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Qu'entend-on par se détacher du consensus? Je comprends sans doute mal la question, mais on me corrigera si je me trompe. Il me semble que sur l'impact absolument dévastateur de coups répétés à la tête, il y a une accumulation de données scientifiques qui, si elles ne font peut-être pas l'unanimité, sont en tout cas fortement consensuelles. Fortement consensuelles. Et là, évidemment, la question devient jusqu'à quel point peut-on changer les règles pour rendre le sport plus sécuritaire? Ça reste fondamentalement un sport d'une extrême violence. C'est sa nature profonde. Est-ce qu'on peut concevoir du football tellement plus sécuritaire? Là, et puis, tu sais, Samuel, cette question en amène une autre, qui est, est-ce qu'une bonne partie de cette fascination troublante, éthiquement discutable que nous avons tous, est-ce qu'une partie de cet attrait n'est pas aussi... Tu comprends ce que je veux dire? Cette violence, elle est troublante.
mais en même temps, elle nous hypnotise. Elle nous fascine. On se sent un peu coupable de regarder tout en ne s'empêchant pas de regarder. Tu vois? Est-ce que le sport resterait aussi excitant et donc aussi vendeur s'il devenait moins violent? À supposer même qu'on puisse le rendre moins violent. Je me rappelle un jour de Barry Switzer, qui fut l'entraîneur des Cowboys de Dallas à la grande époque de Troy Aikman, Emmitt Smith et compagnie, et qui auparavant était l'entraîneur des Sooners de l'Université d'Oklahoma, et qui disait, si on annonçait une partie de flag football, est-ce qu'il y aurait 80 000 personnes dans les tribunes? Autrement dit, la violence du jeu, elle est troublante, mais en même temps, elle a un côté fascinant et donc vendeur. Et donc, c'est un superbe défi de gestion pour ces gens-là, et il n'y a pas de réponse simple. Il n'y a pas de réponse simple. Tout à fait, tout à fait. Bien, je me permets, la personne qui a posé la question vient tout juste de lever la main. Jacinthe, si tu veux peut-être intervenir. Oui. Dans le fond, le détachement, pour moi, il était financier. Est-ce qu'il devrait se détacher financièrement? Parce qu'on sait que la NFL met de l'argent dans le consensus des sports, des commotions cérébrales dans le sport. Fait que est-ce qu'il devrait arrêter de mettre de l'argent dedans juste pour commencer à avoir plus de crédibilité par rapport à ça? Je ne sais pas. Écoute, si votre angle d'entrée dans la question est la crédibilité de la NFL, clairement, aux yeux de ceux qui achètent le produit, il n'y a pas de crédibilité. Clairement, les preuves s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent sur les dangers. Ça n'empêche pas les revenus d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Donc, il y a un discours public sur le danger et il y a une réalité de terrain qui est que la Ligue n'a jamais été aussi florissante. En fait, c'est pas compliqué. Je veux dire, on est devant un phénomène d'offre et de demande. Et l'offre connaît un succès fabuleux parce qu'il y a une demande. Et la demande, pour le moment, ne semble pas trop être freinée par le souci relatif aux commotions cérébrales. Et ici, permettez-moi de faire un lien audacieux avec ce que Jean-Pierre Dupuis a dit il y a un instant. Jean-Pierre disait, la NFL est perçue par beaucoup de gens, est identifiée de plus en plus à des minorités ethniques, notamment afro-américaines. Et effectivement, dans un contexte où, pour un garçon né pauvre, sans les mêmes chances dans la vie que nous, si pour lui, le football devient peut-être la voie d'accès vers une bourse universitaire et une carrière de multimillionnaire, ben si on se met dans ses souliers à lui, peut-être que la lecture que lui fait des dangers pour la santé n'est peut-être pas la même que celle que nous, on va faire. Excellent point, Joseph. Sébastien, peut-être, je vois qu'il est 13h01. Je terminerai peut-être avec ton intervention. Je vois que M. Dupuis également, peut-être, pourrait conclure. Ouais, je vais faire ça rapidement parce que, merci Joseph d'avoir si bien présenté tout ça. Évidemment, là, il y a plusieurs points qu'on pourrait soulever. Moi, j'aimerais, premièrement, pour peut-être faire un peu de pouce sur ce que ta réponse, Joseph, à Jean-Pierre. De mémoire, la NFL est la seule ligue professionnelle qui ne permet pas que ce soit des entreprises qui soient propriétaires. Donc, on personnalise beaucoup la relation. C'est un petit peu, je pense, l'essence de ce que j'ai retenu de ta réponse, Joseph. Donc, il y a cet ancrage-là. Puis en même temps, on pourrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas un frein à l'internationalisation jusqu'à un certain point aussi, si on regarde, par exemple, le foot, le soccer européen notamment. Il y a une chose, peut-être, c'est un peu, je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut jouer, mais le football américain a aussi, c'est vrai que ça peut être complexe quand tu regardes ça pour la première fois, mais en même temps, dès que tu comprends un peu, c'est assez prévisible. C'est un sport qui est assez facile à anticiper. Ce qui est intéressant, c'est l'exécution, en fait, du jeu.
Et je pense que il y a une simplicité dans la complexité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Tu sais, au hockey, au basket, il y a plein de rebonds, des trucs qui peuvent arriver, qui créent aussi ça peut générer des moments très intéressants, mais une imprévisibilité. Au football, je trouve qu'on a un peu moins à partir du moment où on comprend un peu plus là, les subtilités. L'autre élément, bon, je sais que ça a changé négativement au cours des dernières années, mais c'était un des sports les mieux arbitrés depuis, enfin, si on compare notamment avec le hockey, mais avec d'autres aussi. C'est un sport qui était plutôt très bien arbitré. Et donc, c'est un des premiers aussi à s'être lancé dans les reprises vidéo, etc. Donc, c'est un sport c'est une ligue qui innove aussi beaucoup. Oui. On parlait de diversité tout à l'heure. Il y a une femme qui va être comme arbitre pour le Super Bowl. Il y a eu, je pense il y a un Monday Night plus tôt cette saison où il n'avait que des arbitres afro-américains, etc. Donc, c'est une ligue qui est à la fois très conservatrice, mais qui n'hésite pas non plus à se lancer dans des innovations, que ce soit technologiques ou sociales. Dernière chose qui peut peut-être nuire à l'évolution du football. Je pose la question, je n'ai pas la réponse non plus. C'est un sport où les individus, les athlètes occupent une fonction très, très précise. Je me demande jusqu'à quel point, sociologiquement, ça correspond de moins en moins à ce que l'on voit dans la société, où on mise beaucoup sur la question de l'entrepreneuriat, puis on est fluide, puis on change, les carrières vont changer beaucoup. Je regarde les jeunes de HEC, nous autres, j'ai décidé de changer complètement. Moi, il me semble que si j'avais un bon emploi, je voudrais le garder. On est dans une autre mentalité. Puis le football, ça met les gens, et moi, c'est ce que je trouve aussi intéressant parce que chacun occupe une fonction tellement importante, mais peut-être que ça correspond moins aux valeurs, disons-le comme ça, contemporaines. Oui. Enfin, voilà. Tout à fait. Monsieur Dupuis, aimeriez-vous ajouter à la... Oui, bien, c'est dans la poursuite du commentaire que j'ai fait tantôt, puis ce que Joseph a dit sur la mobilité que la population noire ou les jeunes noirs peuvent avoir dans les sports professionnels américains. Là, c'est une vérité. Mais pendant que j'ai posé ma question, je suis allé aussi voir sur Internet et 70% des joueurs de football professionnel sont des Noirs aux États-Unis. Donc, 70%. Et ça me fait une réflexion, moi, parce que vous savez, les spectateurs sont blancs, les joueurs sont noirs. Ça ressemble un peu au combat dans les arènes romaines. Hein? C'est-à-dire que là, on parle de la santé de joueurs noirs et c'est peut-être considéré, entre guillemets, là, parmi les propriétaires, pas mal moins important que la santé des jeunes blancs qui ont d'autres filières sportives et autres pour réussir dans la vie. C'est intéressant. Puis, on avait une question qui est un sujet délicat qui était amené dans la boîte de conversation, notamment sur la grande majorité des joueurs afro-américains, la partisanerie. Puis, est-ce que les partisans blancs vont-ils continuer à appuyer les équipes dans les gradins et à la télévision qui était posée? Effectivement, c'est un sujet qui est très délicat, on en convient, mais qui mérite une attention également, puis qui va dicter la suite des opérations de la Ligue, je crois. Ah, mon Dieu, là, sur la question des tensions raciales, sur le non-dit, sur toute l'affaire Kaepernick et ses suites, mon Dieu, pour des chercheurs en sociologie et en gestion, il y a là des thèmes inépuisables à creuser. Mais moi, si je peux me permettre, ce qui me frappe au final, c'est à quel point ce modèle qu'on dit centralisé et collectiviste n'empêche pas l'innovation, n'empêche pas des adaptations continuelles à l'environnement, alors qu'en fait, en sciences de gestion, on a tous été endoctrinés par cette idée que si c'est centralisé, c'est forcément bureaucratique et pas innovant. Wrong, c'est pas le cas de la NFL. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, 13h07, là, je vais me permettre de faire un mot de conclusion. Tout d'abord, je tiens là, en mon nom puis au nom du Pôle Sport à remercier notre présentateur aujourd'hui. Merci pour le partage, Joseph. Très, très, très intéressant. C'est dit aussi dans la boîte de conversation. Plusieurs personnes te remercient. Très intéressant. Plusieurs commentaires qu'on peut lire. J'en profite également pour parler de notre prochaine rencontre qui, elle, aura lieu le 2 mars prochain, alors que nous recevrons M. Jean-Pierre Dupuis, qui est avec nous ce midi, qui est professeur titulaire au département de management à HEC Montréal, qui va présenter une conférence sur la présence des joueurs francophones
chez le Canadien de Montréal. J'ai déposé le lien d'inscription dans la boîte de conversation. Donc, ceux qui sont avec nous, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Nous vous remercions à nouveau d'avoir été avec nous, puis nous vous souhaitons une excellente journée. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci. Merci, Joseph. C'était hyper intéressant. Merci à vous tous. À bientôt. Merci à vous tous. Merci, au revoir.